Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 25 février. Voici les titres de ce journal. Le passé reste présent. 5 ans après la tempête Xynthia, les victimes tentent de regarder vers l'avenir. Mais le drame de cette nuit de février est évidemment impossible à oublier. Témoignage d'une famille dans ce journal. Votre foyer est-il équipé de détecteurs de fumée? Si ce n'est pas le cas, il vous reste 10 jours avant la date butoir. Mais que faut-il acheter? Le point dans ce journal. Chaque vie est un peu un roman, à commencer par la vôtre. Un écrivain a donc décidé d'aller à la rencontre des Vendéens. Chacun peut alors raconter un morceau de vie qui sera ensuite publié dans le livre de François Beaune. Vendredi, cela fera 5 ans que la tempête Xynthia s'est abattue sur la Vendée. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, cette catastrophe aura causé la mort de 29 personnes et fait de multiples sinistrés. Aujourd'hui, les familles tentent évidemment de se reconstruire à l'image de Gérard et Michel Fougereau. Mais 5 ans après, le passé reste présent car le laboureux les a retrouvés dans leur nouvelle maison à l'Aiguillon-sur-Mer. Là, on voit le canapé qui a sauvé ma femme et puis mes 2 petits-enfants. Et puis là, c'est ma femme. À 7 heures, on a été sauvés à 6h30. De cette nuit d'horreur, ils en parlent aujourd'hui presque sans retenue. Et pourtant, Gérard et sa femme Michel, leur fille et leurs 2 petits-enfants ont tous frôlé la mort il y a 5 ans. Depuis, la vie a repris le dessus et c'est bien là l'essentiel. C'est pour ça que c'est vrai, on a relativisé du fait qu'on n'avait perdu personne. C'est plus facile de remonter que quand on a perdu quelqu'un, c'est difficile. Je ne sais même pas, moi, si je me serais remise si j'avais perdu quelqu'un. C'est ce que je dis, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, là, donc tout le monde est en vie, ça va, ouais. Et ce qui leur a aussi permis de surmonter l'épreuve, c'est la solidarité. Déjà soudée avant Xynthia, la famille s'est véritablement unie après la tempête. Mes 4 filles sont venues nous aider, pour nettoyer la maison, pour tout. Ils nous ont aidés pour tout. Ma fille est venue de l'Aveyron me prêter sa voiture. Vous voyez, c'est tout ça qui a fait qu'on s'en est sorti en fin de compte. Pour autant, impossible évidemment d'oublier Xynthia. La tempête a laissé des cicatrices qui, même 5 ans après, ne se referment pas et ne se refermeront sans doute jamais. Il y aura toujours cette angoisse là, avec les grandes marées. La première chose que j'ai faite dans la nuit de jeudi à vendredi, vendredi matin, j'ai touché le sol s'il n'y avait pas d'eau. Voilà. Et ce sera toujours comme ça. Quand il y a des grandes marées, je touche le sol la nuit pour savoir s'il n'y a pas d'eau. Mais ça va mieux quand même. Ah oui, ça va mieux, oui. Mais moi, par contre, je ne peux pas trop, je ne peux pas trop être dedans. Partis de la Faute-sur-Mer, Gérard et Michel sont aujourd'hui installés à l'Aiguillon où ils accueillent toujours leurs enfants et petits-enfants pendant les vacances. Car si Xynthia ne peut s'oublier, la vie, elle, continue. Le chômage a reculé en France de 0,5% au mois de janvier. C'est 19 500 demandeurs d'emploi en moins. Nous reviendrons demain sur les chiffres régionaux. Les auteurs des croix gammées à Challans semblent avoir été retrouvés. Selon nos confrères d'Ouest France, 2 jeunes ont en tout cas été placés en garde à vue ce mercredi. L'un serait de l'Île-Dieu, l'autre de la Roche-sur-Yon. Et les 2 revendiquent leur appartenance à des mouvements d'extrême droite. Ils auraient été repérés grâce aux caméras de surveillance et à leur comportement quelques heures avant leurs actes. Rappelons que les faits remontent à la nuit du mardi 17 février. Au matin, la ville chalandaise s'était réveillée avec des tags sur une trentaine de murs. La jeune femme enlevée au Yémen ce mardi est originaire des Pays de la Loire. Isabelle Prime a en effet grandi à Angers. Rappelons que la jeune femme de 30 ans a été enlevée hier avec son accompagnatrice alors qu'elle se rendait à son travail. Elle était au Yémen depuis plus d'1 an pour une entreprise de conseil et elle devait rentrer en France dans quelques jours. Le 8 mars prochain, chaque foyer devra posséder un détecteur de fumée. Il vous reste donc 10 jours pour en faire l'acquisition. Mais que faut-il acheter? Où l'installer? Et finalement, est-ce vraiment obligatoire? Le point avec Samuel Grasset. 4 détecteurs de fumée pour ce client. Depuis le mois de décembre, dans ce magasin d'Esnay, le produit fait partie des meilleures ventes.
C'est vraiment une des familles maintenant très importantes dans notre marché à nous de bricolage. Et on va dire, 20% de nos clients partent avec un détecteur de fumée aujourd'hui. La plupart des magasins spécialisés du département font le même constat et si pour le moment il n'y a pas de rupture de stock, le réapprovisionnement des rayons se fait plus difficilement depuis quelques semaines. Une vingtaine de modèles de détecteurs de fumée ont été autorisés à la vente. La répression des fraudes veille, elle a effectué des contrôles dans certains magasins de la région. Mais de 7 jusqu'à une centaine d'euros, des garanties allant de 1 à 5 ans, difficile de s'y retrouver parmi les références. La différence de prix s'explique essentiellement par la durée de vie des piles. En effet, vous avez des produits qu'on vend avec une pile qui a une durée de vie d'1 an, ce sont les piles classiques. Après, vous avez des produits qui sont vendus avec des piles au lithium. Alors là, on passe sur des durées de vie de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ce qui explique la différence de prix. Sachez qu'il est recommandé de s'équiper d'un détecteur de fumée avec le label NF, plus exigeant que la simple norme CE. Il existe des modèles fiables autour d'une vingtaine d'euros. Et c'est au propriétaire que revient d'acheter l'appareil. La loi prévoit un détecteur par habitation au minimum. On préconise dans une maison ordinaire, lorsqu'il y a la partie jour et la partie nuit, de le mettre dans le couloir. Comme ça peut avertir lorsqu'il y a un début d'incendie. Ça peut avertir les habitants pour qu'ils puissent sortir. Et quand on a une maison à étage, l'objectif c'est d'en avoir 2, un en bas et un à l'étage dans le couloir pour pouvoir prévenir justement les habitants et sortir le maximum, le plus vite possible. Une fois équipé et installé, il faut le notifier à sa compagnie d'assurance. Une simple formalité, en cas d'incendie, un assureur ne peut pas refuser de rembourser si aucun détecteur n'a été installé. Il n'y a aucune pénalité, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'assurance. Ils seront toujours garantis pour leur habitation si malheureusement elle brûlait. L'objectif d'avoir un détecteur de fumée, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de sauver la maison quand elle brûle, c'est de sauver des vies. Enfin, dernier conseil, faire attention au démarchage par téléphone ou à domicile. Il n'existe d'ailleurs aucun installateur diplômé ou mandaté par l'État ou les assurances. Ouvrons maintenant notre page consacrée aux candidats qui se présentent en Vendée aux élections départementales. Et ce soir, direction le canton de Challans, qui englobe désormais l'ancien canton de Palluau. Canton de Palluau où la conseillère générale sortante Jacqueline Roy a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Au total, ce nouveau canton compte un peu plus de 42 000 habitants et 5 binômes de candidats se présenteront devant les électeurs le 22 mars prochain pour le premier tour. Et ce soir, nous allons en entendre 2 et nous commençons par Daniel Alama. Il se présente avec Lydia Dejeu qui a déjà été candidate au cantonal en 2011 et tous les deux portent l'étiquette Front de gauche. On écoute donc Daniel Alama. Il développe les priorités de leur campagne. Notre priorité pour ce canton, c'est la défense du service public, les transports et aussi des maisons de santé au plus proche des citoyens, puisque nous avons aussi sur ce canton des personnes vieillissantes et aussi la gratuité pour les transports scolaires permettre aux jeunes de sortir de l'école avec un bagage pour les accompagner dans le monde de demain. Toujours dans le canton de Challans, nous allons écouter maintenant Europe Écologie Les Verts avec Tony Raffin. Il se présente avec Caroline Burdi-Simonet. On écoute donc Tony Raffin. Il nous présente les grands axes de leur campagne, parmi lesquels le libre choix pour les personnes âgées, avec par exemple le maintien à domicile ou encore la démocratie participative. Écoutez. Nous souhaitons engager le département sur un projet citoyen où on donnerait le droit d'interpellation à chaque personne et éventuellement un droit de référendum. On aimerait aussi qu'il y ait des collèges de proximité sur tout le département de la Vendée. On aimerait aussi créer des circuits courts alimentaires pour que le consommateur puisse se fournir auprès d'un producteur local en organisant des réseaux de distribution. Et nous entendrons très bientôt les 3 autres binômes de candidats sur ce canton de Challans avec le Front National et le Parti Socialiste, ainsi qu'un 3e binôme d'hiver droite, celui-là composé notamment du conseiller général sortant. Ces informations à présent qui pourraient intéresser tous ceux qui recherchent un emploi pour la saison ou pour une plus longue durée.
aux Sables-d'Olonne d'abord. Un job dating sera proposé mercredi prochain au Centre de Congrès des Atlantes. L'événement a été présenté il y a quelques jours. Vous le voyez, alors concrètement, vous pourrez être recruté sur place puisqu'une quarantaine d'employeurs seront présents. De nombreux secteurs seront représentés. Quelques exemples, l'hôtellerie, la grande distribution, le service à la personne ou encore l'industrie. Et ce rassemblement de l'offre et de la demande sur un seul et même lieu doit répondre à une véritable demande, comme l'explique l'un des organisateurs. Sur cette journée-là, si les chiffres 2014 se confirment, plus de 1280 jeunes demandeurs d'emploi étaient venus à ce forum et nous souhaitons bien évidemment, compte tenu du contexte actuel, que bon nombre de demandeurs d'emploi puissent se déplacer, venir à la rencontre des employeurs mais aussi des chambres consulaires que sont la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et autres administrations pour pouvoir accompagner ces jeunes vers l'emploi. Et dans le même temps, un forum sur l'emploi et la formation sera organisé 2 jours plus tard, cette fois à la Boissière-des-Landes. La 8e édition a été présentée par ses organisateurs. Vous le voyez sur ces images d'Annelise Vinet. Alors ici, il ne s'agit pas de recrutement direct, mais plutôt d'obtenir des informations sur les secteurs, les emplois saisonniers ou encore la création d'entreprises. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris jusqu'à dimanche. Alors on l'a vu hier, c'est le lieu où il faut être pour les professionnels du secteur. La preuve avec Johan Yvon, cet éleveur porcin label rouge de Saint-Philbert-de-Bouenne, a fait le déplacement avec ses animaux. Et vous allez le voir, sur place, toutes les excuses sont bonnes pour faire des rencontres. Pierre Dalicieux l'a suivi dans les allées. Je vous présente Praline. Elle vient de mon élevage. Elle est belle, hein? Elle a 2 ans et demi. Il est fier, Johan, fier de venir présenter son travail à Paris. Et durant ces quelques jours, il ne va pas se faire prier pour expliquer le métier. Son but, que les gens repartent avec une meilleure image de l'élevage porcin. Si on vient au salon de l'agriculture, c'est pour rencontrer des gens qui ne sont pas issus de l'agriculture, qui ne sont vraiment pas issus de notre milieu. Donc on veut leur expliquer qu'il y a encore des producteurs locaux et des producteurs français qui présentent des animaux de leur élevage. Donc on n'a pas des élevages que intensifs, même si on en produit pas mal, parce que j'ai 80 mamans, donc c'est un élevage assez gros, mais à côté on veut venir démontrer ce qu'on fait sur nos élevages. Le public, lui, est conquis. Il faut dire que Praline ne passe pas inaperçue. La traditionnelle rencontre entre la ville et la campagne fait toujours autant d'adeptes. Je trouve que c'est bien pour les enfants, surtout les enfants arrivent à approcher les animaux, et les éleveurs expliquent bien ce qu'ils font, leur métier, c'est une bonne chose. Ma femme, elle est en train de lui demander pourquoi il est toujours allongé, la bestiole. Alors je pense qu'elle fait la sieste, c'est pareil. Quand Johan a du temps, il se balade dans les allées du salon et profite de ce moment unique pour un passionné. C'est le seul moment où on arrive à rencontrer toutes les races en même temps, quoi. Toutes les espèces de cochons confondues, donc c'est bien. Ça nous permet de rencontrer tous les éleveurs en même temps, donc c'est assez intéressant. Un peu plus loin, le contact se fait rapidement avec un éleveur porcin du Nord-Pas-de-Calais. Et surprise, les 2 hommes ont exactement la même approche de l'élevage. Entre ces passionnés qui ne se connaissaient pas il y a 2 minutes, une conversation chaleureuse s'installe. Moi je suis installé depuis à peine 3 ans et je travaille qu'avec ça, et c'est vrai que c'est de rencontrer un éleveur qui a les mêmes procédés que moi au niveau de ses truies, parce qu'il a compris que si on n'est pas proche d'elle, il a essayé d'avoir des Yunas, et il a compris que si on n'était pas proche de nos truies, si on n'a pas un contact vraiment entre l'homme et l'animal, derrière ça se passe mal, quoi. Sur le ring, un concours attire l'attention de Johan. Ses porcs ne le laissent pas indifférent. Là aussi, rapidement, une discussion s'engage avec un éleveur. Hasard des rencontres, les 2 hommes habitent à quelques kilomètres. Il faut vraiment venir au salon de l'agriculture pour se rencontrer en tant que Vendéen, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'autre occasion, alors que là on est vraiment voisins, on est à 10 km l'un de l'autre, donc c'est vraiment... Non, c'était jamais vu, c'est la première fois. C'est comme ça au salon de l'agriculture de Paris. Malgré la foule, il y a toujours des surprises. Johan, lui, va continuer pour les quelques jours qui restent à faire ce qu'il fait de mieux ici,
partager sa passion. On a un lien très proche, elles ont tout un prénom. Et vous avez peut-être reconnu l'éleveur de porc gascon que notre agriculteur a rencontré. Il s'agit de Quentin Houlked. Son exploitation est au Poiré-sur-Vie et nous lui avions consacré un reportage il y a une semaine, juste avant son départ pour le salon. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images tirées du reportage de mercredi dernier. Et puis, on reste encore un instant au Salon de l'Agriculture à Paris, puisque les concours d'animaux et de produits se poursuivent. Et la Vendée continue également sa récolte de médailles. Aujourd'hui, le département en compte 4 de plus en or dans la catégorie animaux. 2 nouvelles médailles de bronze ont également été obtenues dans la catégorie produits divers. Une question à présent. Et si vous adoptiez des poules? C'est le message de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Elle lance d'ailleurs une grande opération, une opération qui a été présentée mi-février. Vous le voyez sur ces images. Alors concrètement, la communauté de communes s'engage à distribuer 2 poules et 1 poulailler à 50 familles. L'objectif est évidemment de réduire les déchets et donc la taxe des poubelles. Plusieurs expériences ont déjà été menées, comme avec cette famille. Et l'opération baptisée « Une poule, 2 poules, 3 fois moins de déchets » est déjà concluante. Écoutez. Les familles volontaires qui ont testé, parce que vous savez, avant de lancer une grande opération départementale, il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne bien. Avec un guide, on a effectivement fait un guide pour chaque famille, pour bien connaître comment est un animal, etc. Toutes les conduites à ne pas amener de granulés pour attirer les rats. Donc il y a tout un protocole à suivre. Et ces familles, effectivement, les essais tous les pesages qu'elles ont pu faire ont démontré que ça économisait ou ça détournait 300 kg de déchets de la poubelle grise. Et les habitants du Pays des Herbiers ont donc jusqu'au 27 février, jusqu'à vendredi donc, pour s'inscrire. Les 50 premières familles pourront participer à l'opération. Et si votre histoire était contée ? Eh bien, sachez que c'est désormais possible grâce à un écrivain. Durant 2 ans, François Beaune va partir à la rencontre des Vendéens. Son objectif est de récolter un maximum d'histoires pour en faire un livre. Cette semaine, les héros étaient les habitants de La Roche-sur-Yon. Récit d'Aurélia Horner. J'apprends par des amis qu'on était envoyés pour poursuivre nos études à Pointe-Noire. Chaque vie est un roman. C'est un peu avec cette idée que François a démarré son projet. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Son dernier livre, La Lune dans le puits, est un recueil d'histoires vraies de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est en Vendée qu'il a choisi de s'arrêter, pour 2 ans, à la rencontre de ses habitants. C'est tout simplement le travail de l'écrivain, d'écouter les gens et puis ensuite de retranscrire ces histoires. Moi, ça me plaît de découvrir les habitants de la Vendée, des gens en général. C'est de cette matière-là dont on se nourrit quand on écrit. Un projet participatif. Tout le monde peut poster son histoire ou ses histoires sur le site internet ou venir à la rencontre de l'écrivain lors de ses passages dans le département. Qu'est-ce qu'on aurait envie de garder de ces quelques histoires de notre vie? Que ce soit d'ailleurs nos histoires vraies ou les histoires vraies qu'on nous a racontées. L'individu n'a pas vocation à se mettre trop en avant et donc reste très pudique. Et je retrouve ça en Vendée. Ici, à La Roche-sur-Yon, François est venu à la rencontre de quelques habitants. Parmi eux, des collecteurs d'histoires. Ce projet s'appuie sur des relais. Le temps de résidence de François, lorsqu'il est ici en Vendée sur 15 jours, il va à la rencontre des Vendéens, des habitants de Vendée et des personnes relais qui vont à eux aussi aller à la rencontre des habitants des quartiers. Et d'autres venir raconter leur histoire. Pour Noël, il s'agissait de partager un moment fort de sa vie, la première fois qu'il a quitté ses parents. C'est un pendant de ma vie, de ma tendre enfance ou adolescence, d'où il était intéressant de pouvoir retracer cela. Je reprends le déroulement de ma vie, tout simplement, des rencontres que j'ai pu avoir, les choses qui m'ont marqué. Donc il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête. Ça va de la naissance des enfants, à la rencontre de personnes que j'aurais pu jamais imaginer rencontrer, à des accidents de la vie. Donc oui, parmi tout ça, il y a plein de choses. Donc il faut choisir celle qui semble la plus pertinente, tout au moins, qui me parle le plus. Donc je comprends d'autant plus pourquoi les habitants ont besoin de cheminer pour trouver l'histoire et que c'est pas si simple que ça. Déjà 200 histoires ont été collectées et sont à consulter sur le site internet du projet. Tout le monde a une histoire à raconter. Alors si vous aussi, vous voulez partager un moment de votre vie, n'hésitez pas à vous connecter.
Et comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce jeudi 26 février restera sous les nuages. Ils seront d'ailleurs très nombreux et les averses pourraient même parfois les accompagner. En revanche, côté température, la journée sera douce avec un maximum allant jusqu'à 12 degrés. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille toutes ces précisions. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau journal.